On sait que si n est un entier supérieur à 1, Mn de k n'est pas intègre. Supposons que a fois b est égal à 0 et que a et b sont deux matrices non nulles. Si a avait un inverse a', on aurait a' fois ab qui serait égal à a' fois 0 puisque ab fait 0 et qui serait donc égal à 0. Donc, en appliquant l'associativité, a' fois a fois b serait égal à 0. Et comme a' fois a fait l'identité de n, in fois b serait égal à 0. Et donc b égale à 0, ce qui est faux par hypothèse. Si n est supérieur à 1, une matrice A de Mn de k est inversible s'il existe une matrice B de Mn de k telle que A fois B égale B fois A égale l'identité n. On verra un petit peu plus loin qu'en fait il suffit d'avoir A fois B égale in. La matrice B est alors unique et on la note B égale A puissance moins 1. Démonstration d'unicité. A multiplié par B égale B multiplié par A égale IN. A multiplié par C égale C multiplié par A égale IN. On suppose qu'il y a deux inverses. Alors C, je peux toujours dire qu'il est égal à C multiplié par IN. Et comme IN c'est A fois B, ça fait C fois A multiplié par B. Et en appliquant là encore l'associativité, ça fait C multiplié par A fois B. Mais C multiplié par A, ça fait IN. Donc IN fois B égale B. Bon, cette démonstration-là et puis cette démonstration-là sont des démonstrations classiques qu'on a déjà vues dans d'autres occasions. J'aurais pu m'en dispenser. Groupe linéaire d'ordre n supérieur ou égal à 1. Le groupe linéaire qu'on note GLN de K, c'est l'ensemble des matrices carrées inversibles d'ordre n. Alors GLN de K, avec comme opération interne la multiplication des matrices, est un groupe isomorphe à GL de E, où E est un K espace vectoriel de dimension n. Alors quand je dis isomorphe à GL de E, c'est GL de E muni de la composition. Démonstration, E est un K espace vectoriel de dimension n, par exemple K à la puissance n. On prend une base B de E, et puis on considère toujours notre fameuse application qui est un morphisme bijectif, un isomorphisme, qui à F appartenant à L de E fait correspondre sa matrice relativement à la base B dans Ln de K. M est un morphisme pour l'application donc rond qu'on a pris là, et multiplié qu'on a pris dans l'ensemble des matrices, et il vérifie ça. D'accord ? Et on sait que GL de E muni de la composition est un groupe qui est inclus dans le monoïde L de E muni de la composition. D'accord ? Son image par M va donc être un groupe, grâce au morphisme. Un groupe pour la loi multipliée dans Ln de K. Alors maintenant, si F appartient à GL de E, je sais que F rond F-1 égale F-1 rond F égale l'identité de E. Donc, quand je lui applique le morphisme M, ça fait M de F, enfin M de F rond F-1, c'est-à-dire M de F multiplié par M de F-1, qui est égal à F de F-1 multiplié par M de F, qui est égal à IN, et donc M de F appartient à GL de K. Ça veut dire que M de GL de E est inclus dans GLN de K. Maintenant, si je prends une matrice de GLN de K, donc elle vérifie à fois A-1 égale A-1 multiplié par A égale IN, si j'appelle F M-1 de A, je sais que M est une bijection, donc je peux le faire, et pareil pour G, eh bien je vais avoir, parce que A c'est M de F, et A-1 c'est M de F-1, je vais donc avoir ça, et donc je vais avoir M, grâce au morphisme, de F rond F-1, qui est égal à M de F-1 rond F, qui est égal à M de l'identité de E, et donc F rond F-1, qui est égal à F-1 rond F, qui est égal à l'identité de E. Donc F appartient à GL de E, ce qui veut dire que la matrice inversible A est l'image d'un élément de GL de E. Donc en fait, M de GL de E est égal à GLN de K. Donc, j'avais dit que grâce au morphisme et du fait que GLN de E, GL de E rond était un groupe, son image par M était un groupe, l'image de GL de E étant GLN de K,
eh bien j'obtiens donc que GLN de K est un groupe. D'accord? Et comme M est un morphisme bijectif, eh bien j'en déduis que sa restriction psi à GL de E est un isomorphisme de GL de E affecté de la composition vers GLN de K affecté de la multiplication. Enfin, une dernière remarque pour dire que si A et B sont deux matrices, il suffit d'avoir A fois B égale IN pour pouvoir dire que B est l'inverse de A et donc que B fois A est égal à IN. Donc là, j'ai A fois B égale IN implique A est inversible, A moins 1 égale B, et je pourrais dire B fois A égale IN. D'accord? Et puis, si B fois A est égal à IN, je peux dire aussi que A est inversible, que A moins 1 égale B, et que A fois B égale IN. D'accord? Alors, pourquoi? Parce que si je prends F égale psi moins 1 de A, avec l'application, l'isomorphisme que j'avais avant, et G égale psi moins 1 de B, je suppose donc que j'ai ça, j'en déduis que psi de F multiplié par psi de G est égal à IN, donc psi de F rond G est égal à IN. Donc F rond G est égal à l'identité de E. Et donc ça veut dire que F est inversible et que G est égal à F moins 1. D'accord? Et donc, puisque G est inversible, que G est égal à F moins 1, je sais que G rond F est égal à l'identité. D'accord? Et donc, psi de G rond F est égal à l'identité. Et donc, B fois A est égal à IN. J'en déduis quoi? J'en déduis tout simplement que B est égal à A moins 1. Voilà. Remarque, soit A une matrice d'ordre n, une matrice carrée d'ordre n, de vecteur colonne C1 jusqu'à Cn, E un K espace vectoriel de dimension n, de base E1 jusqu'à En, base B, et F l'unique endomorphisme de E de matrice A dans B. On sait que F de I a pour coordonnée le vecteur colonne CI dans la base B. Alors, petit 1. A est inversible si et seulement si F est un automorphisme de E. Ce qui équivaut à dire que la famille des F de I est une base de E. 2. A inversible implique inverse de A est la matrice de la réciproque de l'automorphisme F relativement à la base B de E. Petit 3. A est inversible si et seulement si les vecteurs colonnes C1 jusqu'à Cn de la matrice forment une base de K puissance n. Petit 4. Si A est une matrice AIJ d'ordre n et qu'elle est diagonale, alors elle est inversible si et seulement si les éléments de la diagonale principale, les AII, sont tous nuls. Et alors, la matrice inverse va être la matrice diagonale dont les coefficients sont les inverses des éléments de la diagonale principale de A. Autrement dit, BIJ égale 0 si I est différent de J, BI égale 1 sur AI, quel que soit I, allant de 1 à N. Démonstration, alors en fait, tout est évident parce que tout a été dit précédemment. Ça permet juste ça, de refaire le point sur les matrices inversibles. Eh bien, on utilise évidemment l'isomorphisme grand M qu'on a entre GL de E et GLN de K. D'accord? Et avec celui qui a petit f endomorphisme de E associe sa matrice relativement à B. Bien, on sait qu'on a vu précédemment que A est inversible si et seulement si F est un automorphisme et que ça équivaut à dire, on l'avait vu avant, que F de B est une base de E. D'accord? B, c'est les EI. Donc, c'est évident, le petit 1, on l'a déjà vu. Et petit 2, eh bien, quand c'est inversible, toujours grâce à cet automorphisme, grâce à cet isomorphisme M, eh bien,
F ayant pour image la matrice A, la réciproque de F va avoir comme image l'inverse de la matrice A. Donc, l'inverse de la matrice A, c'est la matrice associée à F-1, c'est-à-dire la réciproque de F. Alors, relativement à la base B de A, bien sûr. A est inversible si et seulement si les vecteurs colonnes forment une base de Kn. Ben ça, c'est évident parce qu'on prend E égale Kn et la base canonique B. Donc, on se replace dans ce cadre-là, mais avec E égale K puissance N et B la base canonique. Et à ce moment-là, on va dire que A est inversible si et seulement si les f de I forment une base de K puissance N, les f de I, ben c'est justement les vecteurs colonnes. Donc c'est gagné. Petit 4, alors on a une matrice diagonale. Donc, alors, on prend E égale K puissance N, muni de sa base canonique, et évidemment, comme la matrice est diagonale, on a f de EJ est égal à AJJ EJ. Bon, s'il y a un J pour lequel AJJ égale 0, ça veut dire f de EJ égale 0. Donc à ce moment-là, f n'est pas inversible, on le sait. Hein. F n'est pas une bijection. Hein. Donc f n'est pas un isomorphisme, n'est pas un automorphisme. Donc f n'appartient pas à GL de E et A n'est pas inversible. Alors s'ils sont tous différents de 0, à ce moment-là, l'image de la base canonique B, ça va être la famille des AJJ-EJ. D'accord? Bon, en fait, cette famille-là, elle est libre parce que les AJJ sont différents de 0. D'accord? On pourrait très bien s'amuser à supposer somme des lambda J, AJJ, EJ égale 0. On aurait les lambda J, AJJ qui seraient tous nuls. Et comme AJJ n'est jamais nul, ce serait les lambda J qui seraient nuls. Et donc, on voit que la famille est libre. D'accord? Donc, comme elle est libre, cette famille, comme f de B est libre, ben, f appartient à GL de E et A est inversible. Et enfin, puisque EJ est égal à JJ f-1 de EJ, ah oui, alors pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce que là, j'applique f-1, ça fait EJ égale à JJ f-1 de EJ. Donc f-1 de EJ est égal à ça. Et ça veut bien dire que la matrice inverse, la matrice associée à f-1, c'est-à-dire la matrice inverse de A, eh bien, ça va être une matrice diagonale, hein, et dont les termes de la diagonale sont égaux à ça. Bon, on aurait pu aussi dire, je prends ma matrice des AII, donc AA1 jusqu'à ANN. Comme je sais que tous les coefficients sont non nuls, ben je multiplie aussi par cette matrice-là, là, 1 sur ANN, et là, quand je les multiplie, c'est évident que ça fait la matrice IN. Remarque, si A et B sont deux matrices d'ordre n inversibles, alors A multiplié par B est inversible et son inverse est égal à B-1 multiplié par A-1. Démonstration. Bon, à vrai dire, il n'y a rien à dire puisque on sait que GLN de K avec la multiplication est un groupe. Pas commutatif, mais c'est un groupe. Donc on sait que dans un groupe, l'inverse de xy, c'est l'inverse de y multiplié par l'inverse de x. C'est vrai dans tout groupe multiplicatif. Donc en particulier, c'est vrai ici. Ceci dit, on peut, pour le fun, le redémontrer. Il suffit de considérer a fois b multiplié par b-1 fois a puissance moins 1, regrouper b fois m-1 qui fait l'identité. On a ainsi a fois identité fois a-1 égale in. Et même chose dans l'autre sens. Propriété suivante, si ABCD est une matrice d'ordre 2 avec K égale R ou C par exemple, eh bien elle est inversible si et seulement si AD moins BC est différent de 0. Et alors, son inverse est égal à cette matrice-là obtenue en échangeant A et D et en changeant les signes des deux autres. Démonstration, donc j'appelle M la matrice ABCD de départ. Dire qu'elle n'est pas inversible, ça équivaut à dire qu'elle est inversible, ça équivaut à dire que ces deux colonnes font une base, hein. Donc ça équivaut, et dire qu'elle n'est pas inversible, ça équivaut à dire que
les deux vecteurs sont colinéaires. C'est-à-dire qu'il y a de la proportionnalité entre les coefficients AB et CD. Et ça, dans les petites classes, on sait que ça correspond au produit en croix. AD est égal à BC. Et donc, on pourrait dire comme ça directement. Ceci dit, on peut quand même le justifier de près en regardant, en disant, ben voilà, c'est colinéaire. S'il y a un vecteur, bon, s'il y a des coefficients non nuls tels que lambda fois ça plus mu fois ça est égal à 0, et donc suivant que lambda ou mu est différent de 0, on arrive à ce vecteur-là qui est égal à lambda celui-là, ou bien le deuxième qui est égal à lambda fois le premier. Et dans les deux cas, on a bien AD moins BC égale 0, parce que ici j'ai A qui est égal à lambda C, donc je peux remplacer lambda C, ça fait lambda CD, d'accord, et j'ai B qui est égal à lambda D. B qui est égal à lambda D, ça fait aussi lambda CD moins lambda CD, d'accord. Donc je trouve bien 0. Et puis dans l'autre cas, c'est exactement pareil. Et inversement, si AD moins BC est égal à 0, qu'est-ce qu'il y a comme cas? Ben, soit le premier vecteur est nul, A égale B égale 0. Dans ce cas-là, le deuxième est égal à 0 fois le premier. D'accord? Et si A, l'un des deux, AB, n'est pas nul, par exemple si A est différent de 0, bien comme j'ai AD égale BC, je peux dire que D est égal à BC sur A. Et à ce moment-là, j'ai tout de suite C, le vecteur CD qui va être égal à C sur A, puisque A n'est pas nul, fois A vecteur AB. En effet, C sur A fois A, ça fait bien C. CB sur A, CB sur A, ça fait D. D'accord? Et si B est différent de 0, bah, je fais pareil, sauf que là, je dis que si B est différent de 0, je dis que c'est C qui est égal à AD sur B. Et à ce moment-là, j'obtiens ça. Parce que C est égal à AD sur B, et puis D est égal à DB sur B. Donc ça marche. D'accord? Donc j'ai la collinéarité, et donc j'ai démontré en fait que c'est pas inversible si et seulement si AD moins BC est égal à 0. Puisque collinéarité, donc pas inversible. Donc j'ai démontré que M est inversible si et seulement si AD moins BC est différent de 0. Donc maintenant je suppose AD moins BC est différent de 0. Alors il faut trouver l'inverse de cette matrice. Eh bien, alors il y a plusieurs méthodes, hein. Je pourrais faire plus simple avec plus de connaissances. Je peux chercher bêtement comme ça, à faire l'identité. Alors j'obtiens deux systèmes. Je cherche A', mes inconnus, c'est A', B', C', D'. Alors dans le premier système, je multiplie par D la première ligne, puis j'enlève C fois la deuxième ligne. Comme ça, ça fait AD moins BC A'. D'accord ? Et puis ici, en multipliant par D, ça fait DCB'. Et puis ici, en multipliant par moins C, ça fait moins CDB'. Ça supprime les B'. Et de l'autre côté, évidemment, comme j'ai multiplié par D, il va rester D. D'accord ? Donc A' égale D sur AD moins BC. Voilà. Et puis maintenant, je peux aussi... Alors ça, c'était... J'ai supprimé B'. Je peux supprimer les A' en multipliant la première par moins B et en ajoutant la deuxième que j'ai multipliée par A. D'accord ? Donc ça supprime les A', puis je me retrouve avec moins BC B', plus AD B', et donc là je mets AD moins BC B' est égal, et puis de l'autre côté j'ai multiplié par moins B, donc ça fait moins B. Et j'ai B'. D'accord? Alors de même, on trouve avec le deuxième système, on trouve exactement pareil. On trouve C' et puis D'. Donc finalement, on a trouvé une matrice A', B', C', D' qui est égale à ça. Alors, comme je n'ai pas procédé par équivalence, à partir de là, il faut quand même que je vérifie que le produit fait bien l'identité, c'est-à-dire qu'on a ça. Alors c'est facile à voir parce que, bon, ça c'est un coefficient lambda que je peux mettre devant. AD moins BC divisé par AD moins BC, ça fait 1. BD moins BD, ça fait 0, divisé, ça fait toujours 0. Moins AC plus AC, ça fait 0. Et puis ici, moins BC plus AD, AD moins BC, divisé par AD moins BC, ça fait 1. Et donc j'ai bien ça. Alors je sais que dans ce cas-là, je n'ai même pas besoin de vérifier parce que c'est automatique que ça fois celle-là est égal à ça. Donc là, j'ai bien trouvé l'inverse de la matrice et donc la propriété est démontrée. Propriété. Soit grand A une matrice triangulaire supérieure de coefficients A et J,
appartenant à K puissance n, A est inversible si et seulement si, quel que soit I allant de 1 à n, les AI sont différents de 0. Autrement dit, les coefficients diagonaux sont non nuls. Et alors, on a A-1, l'inverse de A, qui est une matrice BIJ, avec comme coefficients diagonaux les inverses des coefficients diagonaux de A. Voilà. Alors pour cette démonstration, je rapporte K puissance n à sa base canonique que j'appelle EI, c'est-à-dire E1 jusqu'à EN. A, matrice de F, F, un automorphisme donc, puisque je l'ai supposé inversible, de K puissance n. B, sa matrice inverse de A, va être la matrice d'une application linéaire G qui n'est rien d'autre que la réciproque de F, donc aussi un automorphisme de K puissance n. F de J est égal à la somme de I égale 1 à J des AIJEI, puisque A est la matrice de F. Je vais jusqu'à J parce que J plus 1 à N, les coefficients sont nuls vu qu'elle est diagonale supérieure. Pour J égale 1, F de 1 est égal à A11E1, et donc A1 est différent de 0, sinon on aurait F de 1 égale 0, alors que E1 n'est pas nul, puisque c'est un vecteur de la base. Donc, et que F est un isomorphisme, un automorphisme, on peut même dire. Donc, E1 va être égal à 1 sur A1 F de 1, et en composant par G, G de 1 est égal à 1 sur A1, G rond F, c'est-à-dire E1. On appelle PJ la propriété qui dit que pour K allant de 1 à J, les AKK sont différents de 0, et G de K est une combinaison linéaire, donc somme de M égale 1 à K, pas à N, jusqu'à K, seulement BMK EN. Et BKK est égal à 1 sur AKK. P de 1 est vrai parce qu'on vient de le démontrer. On suppose que P de J est vrai. Et on s'intéresse à F de J plus 1. On reprend cette formule-là jusqu'à J plus 1, des AIJ plus 1 EI. Et on compose par G, et donc on va obtenir ça. Et EJ plus 1 va être égal à quoi? Eh bien, il va être égal, je décompose ma somme en deux, somme de I égale 1 à J des AIJ plus 1 G de J, mais les G de J, les G de I sont des combinaisons linéaires, enfin là j'obtiens, chaque G de I est une combinaison linéaire des, c'est l'hypothèse que j'ai, que j'avais ici, chaque G de J de I va être une combinaison linéaire des EK pour K allant de 1 à I. Mais les I varient jusqu'à J. Donc là, j'obtiens une combinaison linéaire des EI pour I allant de 1 à J. Plus, le dernier terme, c'est AJ, c'est quand I vaut J plus 1. AJ plus 1, J plus 1, G de EJ plus 1. D'accord? Donc ce terme-là, il est non nul, parce que sinon, ça ferait que EJ plus 1 serait une combinaison linéaire des EI pour I allant de 1 à J. Ce qui n'est pas possible, parce que les EI forment une base, pour I compris entre 1 et N. Donc ce terme-là n'est pas nul, et donc je vais pouvoir isoler G de J plus 1 en divisant par AJ plus 1, J plus 1. Donc je vais avoir EJ plus 1 qui va être divisé par ça, puis cette combinaison linéaire va être divisée aussi. Bon, bah, ça fera une combinaison linéaire des EI pour I allant de 1 à J, d'accord? Plus ça, et donc ça fait une combinaison linéaire des E de 1 jusqu'à EJ plus 1, d'accord? Voilà, et en plus, le terme en EJ plus 1, c'est un BJ plus 1, J plus 1 qui est égal à 1 sur AJ plus 1, J plus 1. Donc on a démontré la propriété par récurrence. PJ plus 1 est vrai, donc théorème de récurrence, P de N est vrai. Et donc quel que soit J égale 1 à N, on a G de EJ qui est une combinaison linéaire des EK pour K allant de 1 à J, d'accord, un truc comme ça, avec BJJ égale 1 sur AJ. Donc elle est triangulaire supérieure et on a ça. Réciproque, supposons que les AI soient différents de 0, montrons qu'elle est inversible. Alors je reprends la formule f de J qui est égale à ça. Donc pour le cas 1, ben, ça ne change pas, f de 1 est égal à ça. Et comme A1 est différent de 0 par hypothèse, E1 est égal à ça.
D'accord? P de J va nous dire, c'est presque la même chose que quel que soit K allant de 1 à J, EK peut s'exprimer comme une combinaison linéaire, cette fois-ci des F de M, pour M allant de 1 à K. D'accord? Et donc, P de 1 est vrai, on vient de le démontrer. Supposons que P de J soit vrai, d'accord? Et on s'intéresse à F de J plus 1, donc toujours la même chose, c'est cette somme que je décompose en deux. Et là, j'utilise l'hypothèse de récurrence qui me dit que chaque I est une combinaison linéaire de F de 1 jusqu'à F de I. Et donc, globalement, quand je fais varier I égale 1 à J, je vais avoir une combinaison linéaire de F de 1 jusqu'à F de J, d'accord? Plus ce terme-là, d'accord? Et là-dedans, AJ plus 1 est différent de 0, donc je vais pouvoir isoler EJ plus 1. Donc il va être une combinaison linéaire des F de K pour K égale 1 jusqu'à J plus 1. Pourquoi? Parce que je divise F de J plus 1, je le multiplie par 1 sur AJ plus 1, J plus 1, d'accord? Et puis j'enlève une combinaison linéaire des F de 1 jusqu'à F de J. Donc j'obtiens bien effectivement une combinaison linéaire des F de K pour K allant de 1 à J plus 1. Et la propriété est vraie à l'ordre J plus 1. Donc d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie, en particulier à l'ordre N. Et donc quel que soit J égale 1 jusqu'à N, j'ai EJ qui est une combinaison linéaire des F de K pour K compris entre 1 et J. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire en fait que EJ appartient à l'espace engendré par F de 1 jusqu'à F de En. D'accord? Je pourrais même dire d'ailleurs que EJ appartient jusqu'à F de EJ. D'accord? Quel que soit J allant de 1 à N. Donc en fait, les EJ, ils appartiennent, en fait, l'espace engendré par les EJ est donc inclus dans l'espace engendré par les F de EI, par les F de EJ. D'accord? Sauf que ça, cet espace, c'est grand E. Donc celui-là, c'est grand E aussi. Donc les F de EJ forment une partie génératrice de grand E qui est de dimension N. Alors les F de EJ, J va de 1 à N, donc il y a N vecteurs là-dedans. Donc ils forment une base de grand E. D'accord? Donc les F de EJ forment une base de grand E, c'est-à-dire que l'image par F de la base canonique de K puissance N est elle-même une base de K puissance N. Donc ça veut bien dire que F est inversible, et c'est exactement ce que je voulais démontrer. Donc l'équivalence est démontrée, et en même temps, évidemment, on a prouvé que les coefficients diagonaux de A puissance moins 1, de l'inverse de A, sont les inverses des coefficients diagonaux de la matrice de départ grand A. Remarque, si A et B sont deux matrices carrées d'ordre n inversibles, alors A plus B n'est pas forcément inversible. Exemple, on prend deux matrices opposées, c'est l'identité moins l'identité. Elles sont toutes les deux inversibles, bien sûr. L'inverse de A, c'est A. L'inverse de moins A, c'est moins A. Et pourtant, A plus B est égal à 0, qui n'est pas inversible. Si n est supérieur ou égal à 2, le groupe GLN de K multiplié n'est pas commutatif. Alors, je vous donne cet exemple avec un premier carré comme ça, que des zéros ailleurs, complété par 1 sur la diagonale. Là, un carré comme ça, des 1 sur le reste de la diagonale, et 0 ailleurs. Eh bien, il est facile de voir, je ne dis pas comment je l'ai trouvé pour le moment, mais que A, cette matrice multipliée par celle-là, ça fait la matrice identité. Celle-là fois celle-là, ça fait l'identité. Et donc, cette matrice, c'est l'inverse de celle-là, et celle-là est l'inverse de celle-là. D'accord? Bon, pourtant, A fois B, je vous laisse faire le calcul, est égal à ça. B fois A est égal à ça. Et on voit que les matrices ne sont pas égales. Alors un problème très important maintenant, c'est le problème de changement de base. On a un K espace vectoriel grand E de dimension n, avec deux bases, B1 égale une famille EI, B2 une famille UI. Et le problème est le suivant, si U est un vecteur de coordonnées, alors je les mets en colonne.
de coordonnées, on va dire grand X, c'est-à-dire x1 jusqu'à xn dans B1, quelles sont les coordonnées grand Y, vecteur colonne y1 jusqu'à yn, de U dans la base B2. Voilà le problème qu'on se pose. Alors comment le résoudre? Eh bien on va dire que on sait que partant d'une base et d'une famille de n vecteurs, il existe une unique application linéaire telle que chaque vecteur de la base est pour image des vecteurs qu'on se donne ici. Donc il existe une unique application linéaire, ici un unique endomorphisme, tel que chaque EI soit transformé en UI. Donc UJ, si UJ a pour coordonnées AIJ dans la base B1, c'est-à-dire si UJ est égal à la somme de I égale 1 à n des AIJ EJ, eh bien on sait alors que la matrice de F, donc, qui transforme B1 en B2, donc relativement à B1 bien sûr, la matrice relativement à B1 de l'application F, ça va être donné par les coordonnées de B2 dans B1, donc par ces coordonnées-là. Et donc c'est cette matrice des AIJ. D'accord ? Ces colonnes sont les coordonnées des vecteurs de B2 dans B1, et P va être appelée la matrice de passage, P comme passage, de B1 à B2. Comme F de B1 est une base, puisque c'est la base B2, F est inversible, et donc P est inversible aussi. U, si je prends maintenant mon vecteur U, qui a pour coordonnées les Y là, dans la base UK. Donc ça veut dire que U est égal à la somme de K égale à 1 N des YK UK. Mais chaque UK est égal à la somme des AIK EI. Pardon, je me suis trompé ici, c'est EI. D'accord? Et donc, en échangeant les I et les K, et en faisant rentrer YK dedans, j'obtiens ça. J'obtiens ça, et je sais aussi que mon vecteur U, il a pour coordonnées grand X, c'est-à-dire les XK, dans B1. Donc en fait, ça, il faut que ça soit égal à la somme des XI EI. Ce qui veut dire que chaque XI est égal à ça. D'accord? Voilà, quel que soit I, entre 1 et N. Alors, si je note X, cette matrice colonne, j'aurais pu écrire ici X1, 1 jusqu'à Xn1 pour montrer que c'est une matrice. Enfin, je me contente de ça. Hein. Pareil pour les Y. Eh bien, on voit tout de suite, grâce à cette relation, qui est en fait une somme de AIK, YK, quelque chose, hein, YK1, parce que là, il n'y a qu'une colonne sur Y, eh bien, j'obtiens tout de suite que X est égal à PY. C'est évident quand on écrit la matrice, et qu'on la matrice carrée, et puis à côté, la colonne des Y, on prend le Y, on le couche sur la ligne I, et on obtient exactement ça pour avoir la coordonnée XI. Donc on a X qui est égal à PY, et donc Y, en multipliant par P-1 de chaque côté, P-1 fois P, ça fera l'identité, et donc ça fait Y égale P-1X. Conclusion, si P est la matrice, qu'on va appeler la matrice de passage de B1 à B2, c'est-à-dire la matrice dont les colonnes sont les coordonnées des vecteurs de B2 dans B1, et si U appartient à si U est un vecteur de coordonnées la colonne grand X dans B1 et grand Y dans B2, alors grand X égale PY et Y égale P-1X. Donc P est la matrice de passage de B1 à B2. On garde les notations précédentes. P est la matrice de passage de la base B1 à la base B2 associée à l'endomorphisme F qui est en fait un automorphisme qui transforme B1 en B2. Et on sait que les colonnes de cette matrice P, ce sont les coordonnées des vecteurs U1 jusqu'à UN dans la base B1. Alors, P-1, c'est la matrice évidemment de F-1 dans la base B1. Attention, pas dans la base B2, dans la base B1. Donc c'est la matrice dont les colonnes sont les coordonnées des F-1 de J dans la base B1.
Donc c'est la matrice des f-1 de J dans la base B1. D'accord? Donc c'est la matrice des... Donc, et alors on va voir que c'est la matrice DEJ dans la base B2. D'accord? Ce qui veut dire que si je prends les vecteurs f-1 de EJ, leurs coordonnées dans la base B1 sont les mêmes que les coordonnées de EJ dans B2. Voyons ça. Pour J fixé, f-1 de EJ, supposons que ça soit somme de 1 à n des lambda i EI. D'accord? Donc c'est bien f-1 de EJ que j'ai exprimé dans B1. Maintenant, j'applique f. Donc f rond f-1 c'est l'identité, donc ça fait EJ égale somme de lambda i f de i, puisque f est linéaire. Et là, j'ai quoi? J'ai bien les corps. Alors, f de j, EI, f de i, je sais que c'est UI. Donc, j'ai somme de lambda i, UI. Je vois donc que les coordonnées de EJ dans la base UI, c'est lambda i. Donc, je vois bien que cette matrice-là va être la même que celle-là, puisque c'est les coordonnées de EJ. Les coordonnées de EJ dans B2, là je suis dans B2, ce sont les mêmes que les coordonnées de f-1 de EJ dans B1. Voilà, une remarque importante. Propriété. Si E est un K-espace vectoriel de dimension n avec des bases B1, B2, que P est la matrice de passage de B1 à B2, d'accord, et que F est un endomorphisme de E. On n'est pas dans le même cas que ça. F ici, c'est pas l'endomorphisme qui permet de passer de B1 à B2. Donc c'est un endomorphisme quelconque de E. M1, la matrice de F dans B1, M2, la matrice de F relativement à B2, alors on a cette relation M2 égale P-1 M1P, qui est équivalente d'ailleurs en multipliant par P à gauche et P-1 à droite à celle-ci. Démonstration. Soit U, un vecteur de E, de coordonnées x1 dans la base B1, x2 dans la base B2. Je sais que x1 est égal à px2, et donc en multipliant par p-1, que x2 est égal à p-1 x1. Les coordonnées de f de u, je les appelle y1 dans B1, alors c'est évidemment, puisque la matrice de f c'est M1 dans B1, ça va être y1 égale M1 x1. x1 c'est les coordonnées de u dans B1. Dans B2, j'ai la même chose, mais avec x2, y2 et m2, puisque la matrice a changé dans B2. Donc, y2 va être égal à m2, et je remplace x2 par p-1 x1. D'accord? Mais y1, lui, y1, ce sont les coordonnées de f de u dans B1. y2, les coordonnées de f de u dans B2. Ce que j'ai fait pour passer de x1 à x2, je peux le faire avec y1 et y2. Je peux, en remplaçant y1 par x1, y2 par x2. Hein, j'ai des coordonnées dans B1 et dans B2. Donc j'ai ça. Et donc j'ai y1 égale p fois, alors y2 c'était ça, donc ça fait p m2 m p-1 x1. Donc j'ai y, et ça c'est quoi? Coordonnées de f de u quand je prends u de coordonnées x1 quelconque. Et j'ai y1 qui est égal à une certaine matrice fois x1. Ben on sait que cette matrice, c'est forcément la matrice de f dans B1. D'accord? Parce qu'il n'y a qu'une matrice qui permet de passer comme ça des coordonnées d'un vecteur u dans une base, et les coordonnées de f de u dans une autre base. D'accord? Et c'est la matrice de f dans B1. Donc ça veut dire que c'est M1. Donc M1 égale PM2, P-1. Donc j'obtiens, en fait, j'ai d'abord démontré ça et j'en tire ça. D'accord? Voilà. Définition. Alors, on dit qu'une matrice A d'ordre n est semblable à une matrice B d'ordre n s'il existe une matrice P inversible d'ordre n telle que B est égale à P-1 à P.
alors on écrira que A est en relation avec B. On définit ainsi une relation. Et cette relation, dans Mn de K, il se trouve que ça va être une relation d'équivalence, c'est facile à démontrer. Si je prends une matrice A, je peux toujours écrire qu'elle est égale à IN, donc à IN-1, puisque IN est son propre inverse, hein, fois IN, donc A est en relation avec A. Si A est en relation avec B, ben j'ai évidemment ça, d'où je déduis en multipliant par P à gauche et P-1 à droite que j'ai ça. Et ça, je peux dire que P, c'est l'inverse de P-1, et donc j'obtiens une relation qui me permet de dire que B est en relation avec A. Enfin, si A est en relation avec B et B en relation avec C, je vais trouver une matrice P inversible telle que B est égal à P-1 à P, et une matrice Q inversible telle que C égale Q-1 BQ. Donc, je vais remplacer ici B par P-1 AP, ça fait Q-1 P-1 AP Q. Et bon, je ne m'occupe pas de placer des parenthèses parce que c'est associatif le produit, donc on fait ce qu'on veut. Hein. Q-1 P-1, c'est l'inverse de P fois Q. Donc ça fait PQ-1 A PQ. Et donc PQ évidemment c'est inversible, le produit de deux matrices inversibles. Et donc ça me dit quoi? Ben, ça me dit que A est en relation avec C, d'où j'en déduis que j'ai bien affaire à une relation d'équivalence sur l'ensemble des matrices d'ordre n. Exemple d'utilisation des formules de changement de base. On prend l'espace vectoriel R au cube avec sa base canonique B1 égale E1, E2, E3 et un endomorphisme de E, petit f, de matrice M relativement à cette base. On considère les vecteurs U1, U2, U3 donnés par ces égalités. Première question, vérifier que U1, U2, U3 forment une base B2 de R au cube. Petit 2, on donne un vecteur U égale 3E1 moins E2 plus 5E3. Quelles sont ses coordonnées dans B2? Et enfin, petit 3, quelle est la matrice M' de F dans B2? Solution. Alors, on considère ces coordonnées des vecteurs U1, U2, U3 en colonne. Donc ça nous fait 1, 0, 2, 2, 3, 1, 2, 1 et 0, 1, moins 1. Donc ça fait une matrice P. Et on regarde si elle est inversible, puisqu'on sait que U1, U2, U3 forment une base si et seulement si cette matrice est inversible. Alors en fait, on a déjà démontré ça dans un exercice précédemment, que cette matrice était inversible, et on avait même calculé son inverse qui était égal à ça. Donc l'affaire est réglée, on a bien une base. Petit 2, bah, du coup, P c'est la matrice de passage de B1 à B2, et donc le vecteur U ayant comme coordonnée 3, moins 1, 5 en colonne dans B1, il va avoir comme coordonnée x, y, z dans B2, et on sait qu'on a la relation nouvelle coordonnée égale P-1 fois ancienne coordonnée. Donc il faut vérifier que ça, il faut calculer ça fois ça. D'accord? Alors on trouve que ça fait ça, donc je le fais pour la première coordonnée, 3 fois 3, 9, plus 1, 10, 10 moins 5, 5. C'est pareil pour les autres. Alors, on peut le vérifier de toute façon en calculant 5 U1 moins 2 U2 plus 3 U3. C'est-à-dire 5 fois ça, moins 2 fois ça, plus 3 fois ça. Ce qui revient d'ailleurs, hein, on peut le remarquer, ce qui revient à faire la matrice P fois 5 fois la matrice colonne, 5 fois moins 2, 3. Et c'est pas étonnant, hein, parce que si on a ça qui est égal à P-1 fois ça, c'est bien que ça va être égal à P fois ça. Donc quand on fait ce calcul, ben, on trouve bien, hein, 5 fois 1, 5 moins 2 ça fait 3, moins 4 plus 3 ça fait moins 1, 10 moins 2 ça fait 8, moins 3 ça fait 5, et c'est bon. Voilà, 3 moins 1, 5, on retrouve le résultat. D'accord? Donc, troisième question, M' est donné par la formule, hein, M' égale P-1 MP. Donc P-1, M, je
pas tromper. P. D'accord? Donc, je calcule d'abord ça. Donc, toujours le truc classique, hein, les colonnes sur les lignes. Donc, ça fait 1. Ensuite, moins 1, plus 2, 1, 10, etc. Je calcule les autres, puis je multiplie ça. Et on trouve ça, je vous laisse vérifier le calcul, c'est donc la matrice de petit f dans la base V2. Et si M est une matrice inversible d'ordre n, alors sa transposée est inversible et l'inverse de la transposée est égal à la transposée de l'inverse. Démonstration, M multiplié par l'inverse M-1 est égal à l'inverse M-1 multiplié par M égale identité. Donc quand on prend les transposés, transposé du produit égale transposé du produit égale transposé de I. Le transposé de ce produit, c'est d'abord on renverse. Hein. Donc la transposée de M-1 fois la transposée de M qui va être égale à la transposée de M fois la transposée de M-1 qui est égale à la transposée de IN qui est IN. Et ça dit quoi? Ça dit exactement que TM est inversible et que l'inverse de TM, c'est celle-là, donc la transposée de M-1. Si M appartient à GLN de K, autrement dit, si M est inversible et si elle est symétrique, alors M-1 est symétrique. Démonstration. M inversible, ça implique que TM est inversible, et on sait que l'inverse de TM est égal à la transposée de l'inverse, mais M est symétrique. Donc TM, c'est égal à M. Donc M puissance moins 1 est égal à T de M-1. Ça dit quoi? Ça dit exactement que M puissance moins 1 est symétrique. La trace d'une matrice A égale AIJ, une matrice carrée d'ordre n, c'est la somme des coefficients de la diagonale principale. Donc somme des A et I quand I varie de 1 à n. Eh bien, cette fonction trace, qui est une matrice, donc associe un nombre réel, eh bien, cette fonction trace, elle est linéaire, donc on dit que c'est une forme linéaire. C'est-à-dire que trace, c'est ce qu'on va démontrer, trace de A plus lambda B est égale à trace de A plus lambda trace de B. D'accord? Une trace, c'est une application linéaire de Mn de K vers K. Ça s'appelle une forme linéaire parce que l'arrivée est dans K. Si AB sont deux matrices d'ordre n, la trace de AB est égale à la trace de B fois A. Démonstration. Alors c'est évident parce que trace de A plus lambda B, donc A et B, deux matrices et lambda un scalaire, les termes généraux de A plus lambda B, c'est AIJ plus lambda BIJ. Donc sur la diagonale, AII plus lambda BI. Donc quand on fait la somme pour I allant de 1 à n, des AII plus lambda BI, on va trouver la somme des AII plus lambda, somme des BI. Donc on va trouver trace de A plus lambda trace de B. Donc trace est linéaire. Alors, A fois B égale C, qu'on note CIJ. Les termes diagonaux, c'est CII égale somme pour K égale 1 à N des AIK BKI. D'accord? Donc ça fait trace de C qui va être égale à la somme pour I allant égale à I allant de 1 à N de somme de K égale 1 à N des AIK BKI. Et donc là, c'est des sommes finies, hein, et en échangeant K et I, hein, on a facilement somme de K égale 1 à N des somme de I égale 1 à N des AIK BKI, mais que je vais écrire BKI AIK. Pourquoi? Parce que je vois qu'en faisant ça, je change le rôle de A et B et de K et I dans cette formule-là. Autrement dit, ici, là j'ai le terme générique alors je ne l'ai pas appelé D, mais de grand D égale B fois A. Hein, c'est-à-dire que ça, c'est DKK. D'accord? Et ça, c'est la somme des DKK.
D'accord? Donc c'est la trace de B fois A. Et c'est gagné. Si A et B appartiennent à Mn de K et sont semblables, alors trace de A est égale à trace de B. En effet, puisqu'elles sont semblables, il existe une matrice P inversible telle que B égale P moins 1 à P. Et donc la trace de B va être égale à la trace de P moins 1 à P, que je peux écrire trace de P moins 1A d'abord fois P, mais trace de AB c'est trace de BA, donc j'échange P et puis P moins 1A. Donc ça fait trace de P, P moins 1A. Puis ensuite associativité, je vais dire que P fois P moins 1 ça fait l'identité, puis l'identité fois A ça fait A, donc j'obtiens trace de A. Donc trace de B est bien égale à trace de A. Conséquence, soit E un K espace vectoriel de dimension n, F un endomorphisme de E, A sa matrice dans une base B, et A' sa matrice dans une base B'. Si P est la matrice de passage de B à B', on a la relation A' égale P moins 1 à P. Et donc on a A et A' qui sont semblables. Et donc trace de A qui est égale à trace de A'. Donc on voit que quelle que soit la matrice de F dans une base quelconque, la trace ne change pas. Donc on appelle trace de l'endomorphisme F, on la note TR de F, la trace d'une matrice de F dans une base quelconque de E. D'accord ? Alors si F, donc elle est indépendante de la base. Si F et G appartiennent à L de E, c'est-à-dire si F et G sont des endomorphismes, trace de F rangé est égale à trace de G rond F. En effet, si A est la matrice de F dans une base B de E et B est la matrice de G toujours dans la même base, on sait que A fois B c'est la matrice de F rangé et B fois A la matrice de G rond F dans cette base. Trace de A fois B est égale à trace de B fois A. Et trace de A fois B c'est la trace de F rangé. Trace de B fois A c'est la trace de G rond F. Donc effectivement, elles sont égales. Je rajouterai comme propriété, c'est que la fonction trace de L de E dans K, qui a F associé trace de F, est linéaire, est une forme linéaire. Comme exactement la trace d'une matrice. Et la démonstration, en fait, ça consiste à dire que il faut démontrer que trace de F plus lambda G est égale à trace de F plus lambda trace de G. Or ça c'est évident. Pourquoi? Parce que trace de F plus lambda G, si j'ai des matrices A et B de F et de G, c'est trace de A plus lambda B, puisque la matrice associée à F, la matrice de F plus lambda G, c'est A plus lambda B. Et donc, cette trace de A plus lambda B, ça fait trace de A plus lambda trace de B. Et donc, ça fait trace de F plus lambda trace de G. Lemme de Hadamard, Hadamard de la Vallée-Poussin. On a une matrice A d'ordre n, telle que AI, donc un élément de la diagonale principale, en valeur absolue. On va supposer que K c'est R ou C, est supérieur à la somme des AIJ, J différents de I. Autrement dit, on prend une ligne. Sur cette ligne, la valeur absolue du terme diagonal est plus grande que la somme de tous les autres termes, des valeurs absolues de tous les autres termes qu'il y a sur la ligne. Quelle que soit la ligne que l'on prend. Alors, A est inversible. Supposons le contraire. Si A n'est pas inversible, on peut trouver un vecteur colonne tel que AX est égal à 0, un vecteur colonne non nul, donc de coordonnées x1 jusqu'à xn. Comme il est non nul, il a une de ses coordonnées qui est elles sont un nombre fini, qui en valeur absolue est plus grande que toutes les autres. Donc on va l'appeler I0, il peut y en avoir plusieurs. X I0 égale sub dxk en valeur absolue, k compris entre 1 et n, supérieur à 0, puisque x est différent de 0.
Alors AX, ça nous fait le vecteur colonne Y1 jusqu'à YN. Hein. Y0, je prends sa coordonnée qui est sur la ligne I0. Elle est égale à la somme de AI0, J fois XJ, pour J égale 1 à N. Donc ça veut dire que AI0, I0, hein, XI0, donc J égale I0, je le sépare, je l'envoie de l'autre côté, oui, parce que AX est égal à 0. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je peux faire ça. Et donc ça me fait que AI0, I0, XI0 est égal à moins somme pour J différent de I0 des AI0J, XJ. Donc je vais prendre maintenant la valeur absolue de ce truc-là, donc valeur absolue de ça fois valeur absolue de ça, égale valeur absolue de ça, donc le moins je peux l'enlever, et donc égale à valeur absolue de la somme qui est inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues. Donc chacun des XJ, de toute façon, il est inférieur ou égal à XI0, donc je peux le sortir, et il me reste la somme des valeurs absolues de AI0J pour J différent de I0. Je vais donc diviser de chaque côté par AI0, I0, puisque, pas du tout, je divise de chaque côté par XI0 en valeur absolue, par la valeur absolue de XI0, puisqu'elle est positive, hein, et j'obtiens que AI0, I0 est inférieur ou égal, hein, c'est important qu'elle soit positive, à la somme des AI0J pour J différent de I0. Donc j'ai trouvé un I0 tel que j'ai ça. Alors que quel que soit I, normalement, j'ai ça. D'accord? Et là, pour I égale I0, ça ne marche pas. Donc, j'aboutis à une contradiction. Alors, j'avais supposé le contraire, c'est-à-dire j'avais supposé que A était inversible. C'est pour ça qu'il existait un X égale 0, tel que X différent de 0. Ker de l'endomorphisme était différent de 0. Eh bien donc j'ai mal supposé, ça veut dire que A est bien inversible.